merci d'être tous là, aussi nombreux ce soir. Et merci aussi à l'UCP pour l'occasion qui m'est offerte de traiter de questions musicales. La musique étant une passion qui s'est livrée à moi quand j'avais 5 ans, au moment où on m'a offert un petit accordéon. Le thème de cette conférence s'intitule « Effets et pouvoir de la musique ». Son organisation suivra le principe finalement d'un concerto, avec une organisation en 3 parties, un premier mouvement que j'intitule Moderato. Dans ce mouvement Moderato, j'essaierai de montrer à partir de quelle époque on trouve des traces de pratiques musicales, puis j'évoquerai les notions de composantes musicales et des invariants que l'on retrouve dans toutes les cultures. J'exposerai quelques domaines d'application dans lesquels la musique joue un rôle extrêmement positif. Deuxième mouvement, Allegretto, un certain nombre d'éléments qui concernent les apprentissages et aussi l'utilisation de la musique dans certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Et un troisième mouvement plus sombre, que j'appelle Dramatico, exposera, si vous voulez, un certain nombre de dérives de la musique. Je signale également que le temps imparti d'1 heure m'oblige à faire certains choix et que je ne peux pas être exhaustif. Mais revenons maintenant sur ce thème générique, effet et pouvoir de la musique. Pour délimiter le champ d'investigation de mon propos, je définirai tout d'abord, 3 mots-clés. D'abord le mot musique, puis le mot effet et pouvoir. Le premier terme abordé, celui de musique, va nous offrir des définitions qui sont souvent parcellaires, non exhaustives et qui appellent des questions fondamentales. Il y avait une vieille définition du mot musique qui disait « la musique est l'art de combiner les sons de manière harmonieuse ». Combiner, c'est arranger, agencer, assembler des sons en vue d'un but précis et de manière harmonieuse, c'est-à-dire qui satisfasse l'oreille. Or, ce qui me satisfait personnellement l'oreille ne satisfait pas forcément mon voisin, donc c'est une notion assez subjective. Donc on se heurte à cette notion assez subjective car elle met en jeu une représentation tout à fait personnelle. Si on ajoute qu'on ne parle que de son et pas de bruit, je parlais de la définition de musique, l'art d'agencer les sons, les bruits n'appartiennent pas à cette définition de la musique. Et du coup, certains courants de la musique, comme la musique électro-acoustique, ne feraient pas partie de la définition du mot musique. Alors, on peut chercher bien sûr bien d'autres définitions. C'est un peu une entreprise périlleuse. Donc, je dirais qu'à minima, la musique, c'est une activité humaine, sociale ou individuelle, qui utilise à des fins diverses les composantes variées du champ auditif, et ce, de manière intentionnelle. Maintenant, définissons les mots effet et pouvoir, puisqu'on a parlé de musique. Effet. Le mot effet, les synonymes de effet, c'est conséquence, résultat, sensation, comportement, impression. Quant à la définition du mot pouvoir, c'est la capacité à produire certains effets. On identifiera donc certaines composantes de la musique comme scientifiquement aptes à produire des effets sur l'homme grâce à ces composantes spécifiques, les composantes de la musique. Enfin, on essaiera de définir quel type d'effet la musique peut exercer sur l'homme et si on peut observer ces effets sur tous les individus. Premier chapitre, les plus anciennes traces de pratiques musicales. Globalement, on peut dire que la musique peut se manifester sous 3 formes différentes, soit la forme vocale, par l'intermédiaire de la voix, la forme instrumentale, par l'intermédiaire des instruments,
Et enfin, la troisième, qui combinerait les deux précédentes, c'est-à-dire de manière instrumentale et vocale. Or, lorsqu'on recherche des traces de pratiques musicales anciennes, on se pose finalement la question, à partir de quelle période trouve-t-on des témoignages qui attestent de la pratique musicale ? Dans le domaine littéraire, on sait que les premiers documents écrits qui utilisent l'alphabet sont les notations qui sont ceux des Sumériens, l'actuel Irak, et qui remonteraient à 3300 avant Jésus-Christ. Alors que la première écriture musicale retrouvée date du IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est l'épitaphe de Sékilos. Vous voyez cette différence entre 3300 et 2 siècles avant Jésus-Christ. Cette épitaphe de Sékilos, c'est une inscription qui est gravée sur une colonne de marbre dans une tombe grecque. Et non, je vais vous la passer. Voilà. Donc sur l'image que vous voyez les mots du texte qui sont surmontés de lettres, ces lettres symbolisant des notes, des hauteurs, C, Z, etc. Et une deuxième notation au-dessus, qui est une notation géométrique, les lignes différentes. Alors je vous propose d'écouter maintenant la traduction en musique de cette première notation musicale. Alors ça c'est la plus ancienne trace musicale, la notation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de la musique auparavant. Ça implique forcément qu'il y avait des traditions orales plus ou moins longues qui se sont produites auparavant, comme l'illustre des découvertes qu'on a fait en Allemagne en 2008, qui sont des vestiges d'instruments qui remontent à 35 000 ans. Voilà le premier instrument qui est une flûte taillée dans des os de vautour et de cygne. Et on est certain qu'il s'agit bien d'un instrument de musique, car les trous ont été faits de manière intentionnelle et on voit qu'ils sont répartis de manière tout à fait coordonnée pour pouvoir jouer dessus et obtenir des sons. Donc ce n'est pas des traces de mâchoires d'animaux qui auraient pu faire cette chose-là. Donc, en tout état de cause, ça n'ampute pas l'idée qu'il y a certainement eu encore des pratiques musicales encore plus antérieures, notamment dans le domaine vocal, qui, lui, ne laisse aucune trace. Alors, quelle est l'importance de tout cela ? Eh bien, je pense que si les musiques humaines sont apparues très tôt, et cela partout dans le monde, c'est probablement parce qu'elles constituaient un besoin fondamental chez l'homme. Voyons maintenant l'aspect numéro 2, ce sont les composantes musicales. Quels sont les outils musicaux que l'on utilise quand on fait de la musique, qu'on soit en Europe ou qu'on soit en Asie, etc. Les invariants musicaux, j'en parlerai ensuite. Donc, les éléments formels qu'on utilise pour faire de la musique sont assez nombreux, mais on les a relativement réduits autour de 4 paramètres fondamentaux qui seront combinés ou isolés selon la culture musicale auquel on fait référence. Le premier paramètre, c'est celui de la hauteur. La hauteur. Un son, une onde sonore, c'est une vibration acoustique qui se répète de manière périodique, c'est-à-dire de manière identique pendant son développement.
Par exemple, la vibration de la note La du diapason, qui produit un son qu'on appelle à 440 Hz, cette vibration se produit 440 fois par seconde pour produire le son que vous allez entendre, que je vous fais écouter. Si on passe une octave au-dessus, c'est-à-dire 8 notes au-dessus, la fréquence se multiplie par 2 et on obtient un son qui est de 880 Hz. Je saute encore une octave, je passe à 1760 Hz. Voilà. Donc, vous voyez finalement qu'il y a une sensation de hauteur. Par exemple, le La 880 que je vous ai fait écouter, on a l'impression qu'il est plus haut que le La 440. Voilà le La 440. Et le second à 880. Lorsqu'on les compare, bien sûr, le premier semble plus bas ou plus grave que le second, on dira. On parle donc de son grave, de son aigu. Le vocabulaire musical que l'on utilise, grave, aigu, présente une sorte d'analogie finalement avec le domaine visuel haut et bas. Aigu, haut, bas, grave. Alors, je vous dirais que, bien sûr, ça, tout le monde le sait d'une manière ou d'une autre, mais comment est-ce qu'on fait finalement une mélodie ? On fait une mélodie avec un certain nombre de sons qui se succèdent et on a remarqué que, par exemple, pour qu'on puisse mémoriser cette mélodie, il fallait qu'il y ait un rythme. Et s'il n'y a pas de rythme, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, je vais essayer de vous faire une démonstration en espérant que j'ai raison. Je vais vous jouer sur mon mélodica une mélodie sans rythme, avec toutes les notes égales, et je vais vous demander d'essayer de reconnaître. Il n'y a pas de cadeau. Hein. Donc voilà, donc le premier exemple. Attendez que je me souvienne bien. Oui, c'est ça. Vous avez reconnu ou pas? Alors ne dites rien. Hein. Voici maintenant avec le rythme. Alors, est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous avez identifié l'exemple dès la première non. En général, on a besoin du rythme pour avoir tous les éléments qui me permettent d'identifier une mélodie. Et si on n'a pas ça, on est un petit peu... on est dans le doute, on se pose des questions. Donc voilà pour... la hauteur. Le deuxième paramètre, il n'y a pas d'ordre d'ailleurs, tous les paramètres sont mélangés, c'est le paramètre de la durée. La durée, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le temps de vie d'un son, qui peut être long, court, etc. Et lorsque je vais faire se succéder différentes durées, je vais constituer un rythme. Donc ce rythme, il peut souvent prendre une place très importante dans une œuvre, jusqu'à même prendre complètement un empan de mémoire chez l'auditeur qui va complètement le rendre mémorisable. Par exemple, vous connaissez tous le début de la 5e symphonie de Beethoven avec les 4 petites notes qui sont répétées. Alors ça c'est un petit, on appelle ça un ostinato, comme dans obstiné. Finalement là on a ces 4 notes qui sont répétées une seconde fois, et par exemple dans le boléro de Ravel, vous avez un ostinato qui est beaucoup plus long et qui n'en finit pas. Alors, le percussionniste le joue tout le temps, du début jusqu'à la fin, et pendant 20 minutes. Et il se répète pendant 20 minutes. Voilà donc le deuxième paramètre. Le troisième, c'est le paramètre de l'intensité. Alors tout le monde connaît ce paramètre, le paramètre de l'intensité. C'est d'ailleurs le plus nuisible lorsqu'on est en face d'une source sonore avec énormément de décibels. Eh ben ça va être gênant, ou voire on ne pourra peut-être pas récupérer notre audition. Sur l'échelle que vous voyez, qui va de 10 à 170 décibels, on progresse finalement du quasi-silence
au bruit insupportable. Une fusée au décollage, 170 décibels, on reste 3 secondes et on perd une partie de son audition. Alors, une chose à noter, c'est le silence total. Eh ben, dans la réalité, il n'existe pas. Il n'existe pas. On peut le constituer de manière artificielle avec ce qu'on appelle une chambre anéchoïque. Une chambre anéchoïque, on en a fait une, par exemple, si vous allez à l'IRCAM, à Paris. L'IRCAM, c'est l'Institut de recherche et de coordination de la musique où on a finalement insonorisé un studio pour qu'il n'y ait aucune réverbération, qu'il n'y ait aucun bruit, aucun silence. Il y a même des gens qui ont beaucoup de mal à supporter parce que le silence total, c'est quelque chose de difficile, d'angoissant. Et le dernier paramètre, le timbre. Le timbre, c'est en quelque sorte l'empreinte génétique d'un son, d'une voix, d'un instrument. Si on écoute par exemple une flûte qui produit une hauteur définie et une trompette jouant la même hauteur, on entendra bien sûr le même son, mais avec 2 pattes différentes. Un petit peu, je parlais d'empreinte génétique. En fait, c'est la combinaison. Chaque fois qu'un instrument produit un son, en fait, le son n'est pas isolé. Contrairement à ce qu'on croit, il y a un son fondamental et ses harmoniques qui vibrent en même temps. C'est donc pour chacun des instruments une sorte de carte génétique qu'on pourra comparer. Je voudrais vous faire écouter justement plusieurs timbres qui se succèdent et qui constituent des empreintes génétiques différentes. Alors on peut faire aussi la comparaison avec le domaine des arts plastiques, avec la notion de couleur. Notamment, si on parle de nuances de vert, on peut parler du vert épinard et du vert amande, qui ne sont pas du tout de la même consistance. Il y en a un qui est plus sombre que l'autre, c'est le premier, et le second étant plus clair. Alors, voyons la notion de timbre illustrée en même temps sur un spectrogramme qui explique ça de manière plus compréhensible, on dira. Le piano. Le clavecin. La guitare, le sitar. Alors, vous voyez, vous pouvez comparer par exemple les 3 instruments qui viennent d'être joués et vous voyez des couleurs, des formes différentes, notamment sur les harmoniques aiguës. Le sitar, que vous voyez comme dernière trace, laisse des harmoniques aiguës beaucoup plus nombreuses que les instruments précédents. Alors, on a vu les paramètres musicaux, on les a définis. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les éléments qui reviennent comme éléments communs dans toutes les civilisations musicales et comment ces différents éléments vont impacter le cerveau humain. Ces questions fondamentales, elles ont été un petit peu traitées, notamment par des équipes de chercheurs qui travaillent dans le domaine de la psychologie de la musique et aussi dans le domaine des neurosciences. Neurosciences se consacrant à l'étude du système nerveux et plus spécialement du cerveau. Ces 2 disciplines, psychologie de la musique et neurosciences, ont déjà permis d'affirmer un certain nombre d'éléments que l'on retrouve dans les cultures. On appelle ça des invariants, les invariants. En ce qui concerne la psychologie de la musique, 4 axes ont été mis à jour. Le premier, c'est l'axe des gammes. Les gammes, ce sont finalement des suites de hauteurs différentes que l'on retrouve dans toutes les civilisations. Alors chez nous, en Europe, la gamme majeure et la gamme mineure, et des gammes orientales où on trouve des demi-tons. Donc, élément commun à toutes les cultures, ce sont les gammes. Deuxième élément, rythme, mesure et tempo. Rythme, on en a parlé tout à l'heure. Mesure,
et tempo. Qu'est-ce que c'est que l'un et l'autre? Alors, mesure, c'est finalement des sortes de matrices. Une mesure, c'est une matrice, c'est-à-dire elle organise des temps forts et des temps faibles. Par exemple, quand vous écoutez une musique à 3 temps, une musique de valse par exemple, vous avez un temps fort et 2 temps faibles. Et des suites de mesures à 3 temps, c'est un fort de faible, un fort de faible, etc. Ou des mesures à 2 temps, etc. Donc les éléments communs sont aussi liés à la notion de rythme, de mesure. Et le troisième élément, c'est la notion de tempo. Le tempo, c'est tout simplement la vitesse d'exécution d'une musique. On parle aussi de pulsation ou de métronome. Alors, le tempo, il va jouer une importance capitale parce qu'il est lié en même temps à l'expression de la musique. Par exemple, si vous avez quelque chose qui est assez rapide, on va tout de suite dire c'est dansant, c'est sautillant, c'est gai, etc. Et quelque chose de lent sera pensé comme quelque chose de plus lugubre ou plus grave, etc. Voilà. Autre élément que l'on retrouve également dans les différentes cultures, c'est les berceuses. Bon, toutes les civilisations ont inventé la berceuse pour les enfants, comme moment d'accueil où on donne à l'enfant le sentiment de sécurité. Le dernier élément qui joue aussi une importance capitale, c'est la notion d'apprentissage implicite. Qu'est-ce que l'apprentissage implicite? L'apprentissage implicite, c'est la capacité que chacun a, sans être forcément technicien, pour acquérir des connaissances sur des informations complexes par simple exposition, notamment à la musique. La capacité cognitive qui est liée à l'apprentissage implicite permet aux auditeurs d'acquérir des connaissances sur leur système musical, par exemple par le fait de l'exposition quotidienne à des musiques. Et donc c'est aussi le même procédé qui régit l'apprentissage de la langue orale. Donc c'est un invariant, qu'on soit en Asie, en Afrique, en Europe, toutes les personnes croient ne pas être forcément musiciens, mais ils le sont. D'une manière ou d'une autre. Alors, je ne peux pas vous donner un exemple, mais je pourrais vous dire en jouant une musique, tiens, elle est finie ou elle n'est pas finie. Donc, dans votre tête, vous anticipez sur une suite ou pas. Et donc, c'est un petit peu un élément qui vous permet aussi de vous rendre compte que, sans le savoir, vous êtes déjà un peu musicien. Alors, dans le domaine des neurosciences, on a étudié, ça c'est une discipline qui n'est pas nouvelle, mais dans le domaine de la musique, on a étudié depuis une trentaine d'années la manière dont la musique impacte le cerveau et quelles zones vont être touchées et comment ça va se passer. Donc, ces études ont porté à la fois sur des personnes qui étaient musiciennes, instrumentistes par exemple, ou des personnes non musiciennes. Et donc il y a beaucoup de laboratoires qui continuent ce type d'expérience, comme au Canada, un laboratoire qui s'appelle le Brahms, qui est un laboratoire de recherche sur le cerveau et qui dispose finalement d'un matériel de pointe pour étudier la manière dont le cerveau réagit par rapport à des sollicitations musicales. Donc, pour expliquer un petit peu ce procédé, je vais vous montrer une vidéo assez courte qui vous montre en quelques mots comment on fonctionne. Nous avons, grâce à ces images, déjà des données anatomiques qui nous permettent d'isoler les différentes structures du cerveau. Et vous avez, après, lors d'une expérience fonctionnelle, pu mesurer un certain nombre d'activités que l'on est capable ensuite de représenter. Les taches orangées que vous voyez ici sur cet écran sont les taches au niveau desquelles une activité cérébrale a eu lieu. Ici, nous avons essentiellement des taches motrices qui se situent le long de ce sillon que l'on appelle le sillon central. C'est le sillon le long duquel on va retrouver les neurones en charge de l'activité motrice. Et grâce à l'IRM, on est capable d'isoler, en demandant par exemple au sujet de bouger sa main, d'isoler la région qui correspond à la commande motrice de cette main.
Alors, des conclusions qui ont été tirées, je ne vais pas pas vous montrer toutes les expériences, mais un certain nombre de conclusions ont été tirées par ces recherches en neurosciences. D'abord, quand on écoute une musique, il y a une réponse physiologique du corps, c'est-à-dire le rythme cardiaque, des modifications du rythme respiratoire et des éléments comme la conductance de la peau. Et lorsque notamment on demande à des auditeurs qui sont sous scanner d'écouter des musiques qui leur procurent de fortes émotions, on va constater à l'imagerie cérébrale que la musique va activer un certain nombre de régions cérébrales, dont certaines qui correspondent déjà aussi à des régions activées par les stimulus tels que la nourriture, stimulation sexuelle, etc. Alors, un élément important également, c'est une structure qu'on appelle le système limbique. Le système limbique dans le cerveau va jouer un rôle important dans le comportement, dans l'expression des émotions comme l'agressivité, la peur, le plaisir, la mémoire. Donc ce système limbique est fortement impacté par l'écoute de musique. Autre chose, on a aussi mesuré un élément qui s'appelle le corps calleux. Le corps calleux, c'est la jonction entre les deux hémisphères du cerveau. Et cette jonction, elle permet de faire circuler les informations du cerveau droit au cerveau gauche. Or, le corps calleux est plus développé chez les musiciens que chez les non-musiciens. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, c'est dû au fait qu'un instrumentiste va répéter des exercices de manière ponctuelle, suivie, assidue, et qu'en faisant ce type d'action, il va modifier sa plasticité cérébrale et notamment son corps calleux. Donc, c'est très lié à la répétition, finalement, d'exercices. Alors, la pratique d'un instrument de musique va activer certaines régions, mais au fond, c'est tous les hémisphères cérébraux, les quatre lobes cérébraux qui sont mis en action. Donc, les recherches les plus récentes pointent du doigt l'idée que les informations musicales ne seraient pas traitées par une seule zone du cerveau, mais par plusieurs, voire toutes. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Emmanuel Bigan qui a dressé une cartographie sélective des zones impliquées dans le traitement musical. Alors, on va regarder. Sur le schéma numéro 1, on montre comment l'écoute des sons va modifier ou activer le noyau cochléaire, le tronc cérébral et le cervelet, et se déplacer ensuite vers le cortex temporal. Sur le schéma 2, écouter une musique familière. Ça activerait des zones qui sont impliquées dans la mémoire. La mémoire, notamment l'hippocampe et les aires du cortex frontal. Troisième schéma, battre une pulsation. Battre une pulsation, ça demande à synchroniser, se synchroniser dans le temps. Et cette idée-là fait que le cervelet et le cortex moteur seraient impliqués dans le traitement de la pulsation. Schéma 4, là, l'idée c'est d'être créatif. Quand on devient créatif, on invente une musique. Ce ne sont pas les mêmes aires du cerveau qui sont impliquées, mais d'autres, comme l'intégralité du cortex frontal et une partie du cortex temporal. Schéma 5, écouter une musique de manière analytique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire essayer de décomposer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur d'une musique, on comprend l'organisation, donc travailler un peu de manière plus intellectuelle, intellectualiser un petit peu le processus. Alors là, on est sur des zones qui sont liées aussi au langage, notamment l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, qui sont mobilisées quand on parle. Dernier schéma, le schéma 6, ressentir des émotions à l'écoute de musique. Là, ce sont encore d'autres zones, comme l'amygdale, dont on a parlé tout à l'heure, et le cortex orbitofrontal.
Bref, je ne vais pas développer, simplement tout ça pour vous dire qu'il y a une grande complexité du traitement de l'information musicale et que quand on est musicien, il n'y a pas que le cerveau gauche ou le cerveau droit qui fonctionne, mais les deux et toutes les zones plus ou moins impliquées donc avec cette idée d'une complexité et d'une interactivité. Alors, une petite parenthèse maintenant pour vous montrer un musicien, un jeune musicien qui a 5 ans et qui est un jeune Américain d'origine vietnamienne, Evan Lê, qui a commencé à prendre des cours de piano à l'âge de 3 ans et au moment où vous l'entendez, il a plus de 2 ans de pratique. Alors 2 ans de pratique, si on imagine, ce qui n'est forcément pas le cas, mais si j'imagine qu'il joue, que pendant 2 ans il a joué 2 heures de piano par jour, ce qui est même énorme pour un enfant de cet âge-là, ça nous fait quelque chose comme 1500 heures au moment où on va l'entendre, mais il en a certainement moins. Donc je vous fais écouter ce petit extrait. Voilà. Alors, on s'aperçoit... Alors, vous avez entendu qu'il y a une deuxième partie de piano. Hein. Vous ne l'avez pas commencé seul, il l'a entendu, il s'est calé sur un deuxième piano qu'il entendait. Ce deuxième piano, c'est la réduction d'orchestre. En fait, il s'agit d'un concerto de Mozart, et vous avez entendu la version pour piano de la partie orchestrale, sur laquelle il se cale et il ne joue pas immédiatement. Alors, de quoi on s'aperçoit lorsqu'on l'entend? Un certain nombre de choses. C'est surtout déjà que dès l'apparition de la partie de piano 2, il a déjà des fortes réactions motrices avec la tête et la faculté d'anticipation, la mémoire. Il n'a pas de partition, hein. Le phrasé aussi. Le phrasé, c'est quoi? Finalement, c'est une musique qui n'est pas faite en petits morceaux, mais en des grandes lignes mélodiques. Ce qui veut dire qu'il a déjà une certaine expertise. Et notamment aussi, un autre élément, c'est la fluidité de jeu. Et vous avez remarqué des petites mains, mais aussi une main gauche qui fait des sauts d'octave assez rapidement pour finalement jouer la bonne note au bon moment. Voilà, ça c'est l'effet effectivement de la pratique. Alors, pourquoi je vous ai montré ça? C'est aussi pour se poser une question. La question serait de savoir si l'apprentissage d'un instrument, notamment, au-delà des avantages purement musicaux, pourrait être bénéfique pour d'autres disciplines, notamment quand on est à l'école. Les effets de la musique sur les apprentissages. Alors, sachant, comme on le disait tout à l'heure, que la musique stimule de nombreuses régions du cerveau dans les 2 hémisphères et que les zones cérébrales qui sont impliquées gèrent souvent des tâches qui ne sont pas uniquement musicales, il est clair qu'un apprentissage intensif de la musique va être forcément bénéfique et va améliorer certainement aussi des capacités cognitives qui empruntent les mêmes réseaux neuronaux. On a montré que l'entraînement musical, déjà au bout d'1 an de pratique régulière, va être visualisable au niveau d'autres disciplines. Vous le dites, mais qu'est-ce qui nous le prouve? Alors, il y a eu des études de fait, et notamment une recherche qui a été faite entre janvier 2010 et
juin 2011 sur 9 classes d'une circonscription de Haute-Savoie. Il s'agissait de voir comment la pratique musicale allait déterminer ou pas des facilités d'apprentissage dans d'autres disciplines. Alors cette étude, elle a été faite sur un public de 500 enfants qu'on a de grandes sections de maternelle. Et sur les 500 enfants, on a fait finalement un protocole musical sur la moitié et l'autre non musical sur l'autre moitié. Et donc les deux groupes étaient de même taille approximativement, et le premier groupe qu'on appelle expérimental a eu pendant l'année une pratique régulière de musique. C'est quoi ce protocole de pratique régulière? C'était l'utilisation pédagogique d'une mallette qui avait été faite par le CRDP de Bourgogne, qui s'appelle la musique au quotidien. Ce protocole étant des activités chantées, des activités instrumentales, des activités rythmiques menées pendant toute l'année. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré leur performance avant le protocole et 1 an après le protocole lorsqu'ils étaient en CP. Et on s'est rendu compte d'un certain nombre d'éléments dont les conclusions sont les suivantes. Groupe témoin en bleu, groupe expérimental en rouge. On s'aperçoit que à la fin du cours préparatoire, c'est-à-dire presque 1 an après le protocole mis en place pendant la grande section de maternelle, il y a un certain nombre d'éléments qui sont modifiés. Je veux dire, par exemple, regardez, en français, on a une évaluation qui est meilleure, d'ailleurs toujours meilleure sur le groupe expérimental que sur le groupe témoin. Et les modifications, quand on regarde quelque chose comme le français, c'est de l'ordre de 20% environ. Pour les maths, c'est de 25% et pour la mémoire, de 66%. Donc, la mémoire. C'est l'élément prioritaire. Donc, par cette petite expérience, on a au moins prouvé que la musique va jouer un rôle déterminant pour mémoriser. C'est donc dans le domaine de la mémoire que notre discipline semble au moins importante à ce niveau. Avoir une bonne mémoire, c'est fondamental. Du coup, des chercheurs se sont posé la question de savoir si dans certaines pathologies, on ne pourrait pas utiliser la mémoire pour améliorer les compétences dans ce domaine-là, et notamment pour la maladie d'Alzheimer. Cette maladie, elle est de type neurodégénérative. Souvent, c'est simplement des trous de mémoire au départ, et puis petit à petit, des mots qui font défaut. Le déficit vient finalement de l'hippocampe qui est dans le cerveau et qui peut perdre quelque chose comme 20-25% au départ de sa taille. Et au fur et à mesure, d'autres zones du cerveau peuvent être atteintes. Et évidemment, les problèmes de mémoire vont être de plus en plus conséquents selon les stades auxquels on s'adresse. Donc il y a 3 niveaux. On a établi l'idée qu'il existait 3 niveaux, stade léger, stade moyen et stade très très important, allant de petits oublis jusqu'à l'incapacité totale à communiquer, à se déplacer, à faire des actes de la vie courante, donc qui nécessitent finalement une aide extérieure. Donc cette maladie d'Alzheimer, on a voulu essayer de voir si, en utilisant la musique, on pouvait modifier ou aider ou ralentir la perte de la mémoire. Donc on a mis des protocoles aussi en place et on s'est rendu compte, là aussi, par l'expérience, que la musique joue un rôle déterminant. Avant de vous montrer la vidéo qui va suivre, je voulais juste vous parler vous allez voir apparaître un terme qui est MMS. MMS, c'est la mesure du stade de déficit au niveau de la maladie d'Alzheimer. Ce déficit, il peut aller jusqu'à 30, et quand on va par exemple étudier
le niveau, c'est-à-dire la manière dont la personne mémorise ou pas. Si on se rapproche de 30, c'est une personne qui va être très très atteinte au niveau de la mémoire. Et si on est dans les médiums, 15, ça serait d'atteinte moyenne, et 10, moins. Alors, cette manière de mesurer un petit peu la mémoire, c'est une mesure scientifique, on peut la discuter, etc. Mais en tout cas, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait que lorsqu'on fait écouter aux patients atteints de cette maladie une mélodie ou même de la musique, il y a l'idée que la mémoire revient. Mais aussi la capacité pour eux de tisser des liens, c'est-à-dire de communiquer entre eux. Donc, l'idée de la mélodie, c'est quelque chose d'important parce que finalement, ça joue un rôle dynamique qui a un rôle sur la mémoire. Fredonner une mélodie, souvent, en la fredonnant, les paroles reviennent. C'est le principe de la mélodie. Dans la vidéo que je vais vous montrer, je vais vous donner juste une petite explication. Vous allez voir des patients à qui on a fait écouter et chanter une chanson en répétant cette procédure à 4 moments différents qui sont espacés dans le temps. Ça ne s'enchaîne pas comme ça, hein. On observera leur attitude. Alors nous, on a fait se suivre les différents moments, mais vous verrez apparaître première exposition, 4e, 5e, 6e, 7e, et vous verrez une évolution dans leur comportement ou pas d'évolution. Passe la rivière, coule la rivière, derrière le mur de mon jardin, la rivière retrace son chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y vais parfois pour me reposer, les pieds dans la fraîche, les pieds dans la fraîche. J'y vais parfois pour me reposer, aux après-midi ensoleillés. Je connais pas ça. Vous connaissez pas Madame Marconnet? Non, moi non plus, c'est là que Je connais pas parce que je n'ai pas jamais entendu que... Ah non, c'est pas parce qu'on a... Ça n'empêche pas qu'elle est belle. Ah, voilà, je voulais connaître vos sentiments sur la musique, sur les paroles. Ah oui, vous la trouvez belle? Ah ben oui. Mais je ne connais pas. On ne la connaît Oui. pas, quoi. Mais dès la première écoute, hop, vous avez trouvé belle. Oui. Ça, c'est bien. Mais vous, Leur degré de maladie est différent. Il y a des résidents qui sont en stade modéré, d'autres qui sont en stade plus sévère de la pathologie. Et ce qui est étonnant, justement, c'est que l'apprentissage, il est possible. et comme c'est un homme, et que j'aime bien entendre les voix d'hommes, et ben on va recommencer, Monsieur Loiseau. Non, allez, avec plaisir. 2, 3. Derrière le mur de mon jardin, passe la rivière, coule la rivière. Derrière le mur de mon jardin, la rivière retrace son chemin. Derrière le mur de mon jardin, passe la rivière, coule la rivière. Derrière le mur de mon jardin, la rivière retrace son chemin. On n'a pas fait de faute. Je suis bien contente qu'elle nous dit la petite dame. Bien. Est-ce que vous la connaissez? Non. Non. Pour dire non, non. Non, vous ne l'avez jamais entendue. Si, mais j'ai pas l'impression. Oui, parce que Vous n'êtes pas complètement des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vous n'êtes pas certain. Ah oui, je suis pas certain. Non. Elle vous dit quelque chose et elle vous dit rien. Oui. Je voudrais pouvoir, mais C'est-à-dire que quand on commence à la chanter, si on retrouve quelque... Ça marche à peu près, hein? Mais on n'est pas des cracks. Et vous, Madame Gaucher, Hein? l'avez-vous déjà entendu? Ah oui, je l'ai entendu ici. Voilà. Ça, j'en suis sûre. Ah, vous êtes sûre? Oui, Madame Colu, Ah oui, la connaissez? peut-être On connaît bien plusieurs l'air. fois même. ah oui, c'est possible. Hein? Et vous, Madame Bénard? Oh, ben moi c'est tout le temps.
Tout le temps. On vous écoute. En chantant. Non, le premier. En chantant. Le premier. Oui. Derrière le mur de mon jardin, passe la rivière, coule la rivière. Derrière le mur de mon jardin, la rivière retrace son chemin. Monsieur Loiseau, quand vous lisez ces paroles-là, il n'y a pas une petite musique qui vous arrive? La rivière retrace son chemin. Ça dit que... Attendez, Monsieur Loiseau. Derrière le Merci. Attendez, Monsieur Loiseau, vous avez quelque chose à proposer? Non? Derrière le mur. Écoutez. Madame Gaucher, allez-y. Attendez, Madame Marquenet. La dame, elle va essayer de trouver la mélodie. Derrière le mur de mon jardin, passe la rivière. Derrière le mur de mon jardin, la rivière retrace son C'est une chemin. chanson que vous connaissez depuis longtemps, Madame Gaucher? Oh, sûrement, il y a longtemps, oui. C'est-à-dire? J'étais jeune, quoi. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Vous l'avez appris quand vous étiez jeune? Ah oui, sûrement. Sûrement. Mais jeune fille, quoi. Ouais. Voilà, donc on se rend compte de la possibilité également par la mélodie de faire revenir des paroles. On s'aperçoit que le cadre dans lequel ils ont appris la mélodie, ça ils ne le mémorisent pas forcément. Ils ne savent plus à quel moment c'était, est-ce qu'ils l'ont entendu, pas entendu. En tout cas, il y a l'idée qu'on s'en souvient un peu et que la mélodie, elle laisse toujours une trace. Vous voyez, le monsieur qui disait à un moment oui et non. Il a l'impression de quelque chose déjà connu, mais il n'arrive plus à dire à quel moment ça se passait, etc. Et puis la dame que vous voyez à la fin, qui, à la 7e séance, bien qu'elle l'ait apprise relativement récemment, pour elle, ça lui donnait l'illusion en fait, qu'elle l'avait bien mémorisé, donc forcément c'était quelque chose qui remontait à quand elle était jeune. Voilà. Un autre domaine également dans lequel la musique joue une importance capitale, c'est dans le domaine des soins, musique et soins. Tout le monde a entendu parler des bienfaits de la musique qui, quand on la prodigue à des gens qui sont à l'hôpital, qui sont atteints de pathologies diverses. Et donc on parle d'effets thérapeutiques ou peut-être d'effets placebo. Cette utilisation de la musique dans le but de procurer du bien-être personnel n'est pas nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui date du 19e ou du 20e siècle, mais déjà les Grecs, pendant l'Antiquité, considéraient que la musique était intimement liée à la santé physique et à la santé morale. Et quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans un hôpital d'Alep en Syrie une feuille de compte de l'hôpital qui fait état des dépenses de fonctionnement. Dans ces dépenses, on trouve des dépenses en musiciens. Donc ça veut dire qu'on utilisait déjà les musiciens à l'époque pour soulager ou calmer un peu les patients. Toujours est-il que la musique est de plus en plus utilisée finalement dans les pratiques cliniques sur des pathologies complètement différentes, sensorielles, psychologiques, motrices, etc. Ces pratiques, elles sont faites, mais elles ne sont pas forcément liées à des recherches. Donc on les fait de manière empirique, mais les effets, bien sûr, sont palpables. On peut se rendre compte qu'il y a amélioration de l'état émotionnel des patients, de l'angoisse en moins, de moins de stress, une diminution de la sensation de douleur. Et grâce à ce phénomène, les gens qui écoutent des œuvres qu'ils aiment avant une opération sont plus détendus. On l'utilisait avant et du coup, on aurait besoin de moins d'anesthésiants en prenant moins de médicaments contre la douleur. Ces effets positifs de la musique sont pris en compte dans pas mal d'organismes et notamment aussi dans la formation professionnelle des médecins.
C'est tout nouveau. C'est par exemple la faculté de Montpellier qui, en 2008, a mis dans les études de médecine un petit cursus de musicothérapie afin finalement d'ouvrir les gens aussi, donc les gens qui deviendraient musiciens, finalement à ce que la musique peut apporter. En fait, l'idée, c'est que on n'est pas uniquement des médicaments pour soigner, mais aussi d'autres protocoles, comme celui-là, qui sont moins gênants, on va dire. Autre endroit aussi où la musique est liée à l'idée de soins, c'est soins palliatifs. Dans les hôpitaux avec soins palliatifs, on intègre aussi souvent la musique au protocole pour réduire les douleurs physiques et morales, et parce que les gens sont sensibles à la musique et qu'elle leur fait du bien. Au-delà des mots, finalement, c'est quelque chose qui est assez particulier. C'est qu'on se fait du bien écouter de la musique tout simplement. Et je crois que chacun d'entre nous le fait sans être forcément en soins palliatifs. Cet effet apaisant et déstressant de la musique, on le remarque des fois également quand on va simplement chez le médecin ou chez le dentiste. Certains utilisent la musique. On se demande à quoi ça sert. En fait, l'intention inavouée, c'est que ça se passe mieux. Voilà. Autre chose aussi, c'est, vous avez vu courir des gens des fois faire simplement de la course à pied, et vous les voyez avec des écouteurs, des baladeurs, etc. Pourquoi aussi ? Parce que la musique, ça permet finalement de détourner l'attention. L'effort, on a moins conscience de l'effort lorsque on fait autre chose, et notamment lorsqu'on écoute de la musique. Bien. Maintenant, je voudrais vous parler de la dimension collective de la musique, parce qu'on a parlé de pratiques individuelles, mais en termes de pratiques collectives. Vous savez que on a des mots, l'orchestre, les chorales, etc. Ce sont des groupes qui vont unir des gens les uns aux autres pour une pratique. Et du coup, on pourrait se demander aussi si la pratique de la musique ne pourrait pas jouer un rôle de marqueur identitaire. La musique comme marqueur identitaire. À travers la musique se jouent souvent finalement des questions d'identité, notamment chez les jeunes. Vous avez souvent des jeunes, des adolescents, qui choisissent un style musical. Et pourquoi ils le font ? Pour diverses raisons, dont une d'entre elles, c'est de se détacher de la famille ou de l'école. Donc la musique peut rapprocher les individus, mais elle peut aussi faire entendre leurs différences, parce qu'on peut être d'une même tribu musicale, mais aussi appartenir à d'autres tribus. Donc les identités musicales auxquelles les jeunes et nous-mêmes faisons référence, elles peuvent varier énormément d'une année sur l'autre, ou même, on peut très bien se souvenir qu'à telle période, quand on était jeune, on aimait telle musique, et que ces choses-là ont évolué pour différentes raisons. En tout cas, quels que soient les marqueurs de l'identité musicale, souvent ces identités, elles ont des traits communs. Notamment le fait que quand on appartient à une identité musicale, généralement, volontairement ou pas, souvent assez volontairement, on rejette les autres. Exemple, il faut remonter un petit peu dans mon exemple au romantisme, avec le compositeur Berlioz, qui était aussi critique musical, et il composait mais il était aussi critique. Et parlant de ses goûts musicaux, en 1862, il parlait de chanteurs chinois qu'il avait écoutés se produire, et il disait au sujet de ces chanteurs chinois qu'ils produisaient des bruits de chiens qui bâillent et des chats qui vomissent quand ils ont avalé une arête. Et il ajoutait, les chanteurs et chanteuses de la Chine chantent souvent faux, ce qui prouve qu'ils sont inférieurs. Forcément, s'ils ne chantent pas comme nous, ils sont inférieurs. Du coup, on peut dire que ce trait d'ostracisme, il est partagé bien sûr par d'autres cultures. Je me souviens notamment quand je faisais mes études de musicologie à la Sorbonne, qu'on avait un professeur d'ethnomusicologie
qui disait que, enfin d'ethnomusicologie d'origine vietnamienne, j'ai oublié de le préciser, qui disait que lorsque ils écoutaient du chant d'opéra européen, ils éclataient de rire parce qu'ils trouvaient ça totalement ridicule à cause du vibrato. Voilà. Donc finalement, le marqueur identitaire, souvent c'est un marqueur qui rejette également. Une chose, c'est que ce marqueur identitaire, il peut libérer ce qu'on appelle le frisson musical. Je ne sais pas si vous avez déjà connu le frisson musical. Le frisson musical, c'est quelque chose qui est une sorte de réaction corporelle, une sensation de picotement, la chair de poule, que, par exemple, peut révéler un hymne national sur un match de foot. Pendant un match de foot, ou surtout à la fin quand on a gagné, ou avant. En tout cas, ce frisson musical, il va exister chez celui dont la nationalité est celle de l'hymne qu'il entend, et pas chez l'adversaire. Voilà. Donc, ces traits-là, cette idée de marqueur, ça peut être divers, mais ça peut être aussi un marqueur qui est lié à une revendication politique ou sociale également, comme une minorité opprimée qui lutte pour la reconnaissance de ses droits. Alors, un exemple, c'est tout simplement les negro spirituals. Ça, c'est l'exemple phare, l'exemple clé de la musique comme marqueur identitaire. Parce que les esclaves qui étaient dans les champs, finalement, leur seul moyen de se libérer mentalement de leur chaîne, c'était de chanter. Alors, qu'est-ce qu'ils chantaient ? Ils chantaient finalement des mélodies qui étaient faites sur des textes de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on parle de l'émancipation du peuple hébreu. Du coup, par métaphore, émancipation pour eux, émancipation pour nous. Voilà, donc la musique, elle peut engager des individus d'une même collectivité. On a vu qu'elle pouvait jouer le rôle de marqueur identitaire. L'autre question qui n'est pas inintéressante, c'est de se poser la question, est-ce que ça ne pourrait pas être aussi un moyen d'ascension sociale ? La musique comme facteur d'intégration et d'ascension sociale. Là aussi, il faut revenir en arrière, notamment chez Platon, qui parlait de la valeur morale de la musique. Il écrivait dans La République que la musique est la partie maîtresse de l'éducation et que c'est parce que le rythme et l'harmonie sont propres à pénétrer l'âme et à la toucher fortement que finalement la musique est importante. Ça, c'était du temps des Grecs, du temps de Platon. Alors on fait un bond en avant et on arrive en 1975. Et en 1975, un chef d'orchestre vénézuélien qui répond au nom de José Antonio Abreu met au point finalement un rêve assez insensé qui est l'idée de mettre en place cette idée utopique d'un orchestre qui devient un modèle de société idéal. L'orchestre, le modèle de la société. Et il se donne les moyens de faire cela en faisant en sorte que la musique soit pratiquée dans toutes les écoles primaires et dans toutes les écoles maternelles, et ce déjà depuis la petite enfance, en donnant des instruments à tous les enfants. Alors, c'est que ça se fait au Canada, mais cet exemple du Venezuela, puisqu'on parle du Venezuela, actuellement on en parle, mais pas dans les mêmes propos, va se continuer jusqu'à nos jours. Et finalement, il consiste à mettre en place des formations orchestrales tout simplement en faisant en sorte que les enfants soient initiés dès leur plus jeune âge à un instrument qu'ils vont choisir et en se produisant avec les autres. Alors ça, c'est sûr au niveau de l'aspect instrumental, mais bien évidemment, c'est aussi, ça a aussi toute sa valeur pour le côté chanté. Donc, de nos jours, ce protocole qui s'appelle El Sistema va accueillir énormément d'enfants, et dans ce protocole, ces enfants vont être accueillis et vont se produire musicalement aussi bien dans le domaine du chant que dans le domaine instrumental. Alors, je vais vous faire écouter
comment on a pris en compte également des éléments qui étaient des éléments particuliers comme les déficiences cognitives et les déficiences auditives. Comment est-ce qu'on peut faire chanter des enfants handicapés auditifs, handicapés cognitifs? Ya hoy día atendemos niños con déficit cognitivo, con déficit visual, déficit auditivo, impedimento motor, autismo, dificultad de aprendizaje. Tenemos una población de 1.500 niños en diferentes orquestas, en diferentes estados de Venezuela. Niños que se está atendiendo hoy día, integrándolos a la sociedad, incorporándolos a la sociedad. Y lo más bonito es que ellos también, cuando ya alcanzan cierto nivel, se insertan al área laboral. El área más difícil y la que más nos costó fue el área de déficit auditivo. Y recuerdo que algunos comentarios como que Johnny ya se está poniendo loco, o sea, ¿cómo va a traer sordos a las orquestas si para hacer música necesitas oído, punto? Y fue bastante arduo, interesante, un tanto contradictorio entre lo cotidiano, lo normal o la norma, y el querer brindarle la oportunidad de disfrutar del hecho musical à unas personas pues estaban sordas. Sur le côté droit de la chorale, vous avez les déficients auditifs, sur le côté gauche, les enfants normaux et d'autres atteints de problèmes cognitifs.
Bien, j'accélère un petit peu mon propos car j'ai été trop long. Je voudrais vous parler maintenant de l'instrumentalisation négative de la musique, c'est-à-dire des contextes dans lesquels la musique a été associée à des fins moins heureuses, on va dire. Déjà au temps des Grecs, on utilisait les instrumentistes pour donner du courage pour aller à la guerre et surtout pour y rester. Et en fait, c'est un peu comme le rôle de l'alcool. On y reste, on perd voilà, on ne pense pas à l'idée de faire demi-tour. On y reste. Voilà. Il n'y a pas que les Grecs, il y a aussi les Allemands. Pendant la guerre de 39-45, on a utilisé la musique comme moyen de propagande. C'est-à-dire, finalement, on donnait l'idée que les prisonniers qui étaient dans les camps étaient heureux, donc on les obligeait à faire de la musique, on les contraignait, et y compris, on les faisait jouer pendant les exécutions. Cette idée négative, on l'a eu aussi dans des choses plus récentes, comme pendant les années 50, les guerres au Vietnam. Et finalement, on utilisait la musique comme moyen de torture. L'idée, c'était finalement les Américains qui eux-mêmes avaient été torturés auparavant vont faire la même chose. Ils deviennent les tortionnaires dans les années de guerre au Vietnam pour démoraliser les Viet Cong. En 2003, ils vont récidiver avec les prisonniers de guerre à Guantanamo, Irak. L'idée, c'est de diffuser une musique le plus fort possible pour déstabiliser complètement la personne, l'anéantir, l'annihiler, et en plus, ça ne laisse aucune trace physique. Donc voilà cette instrumentalisation négative qui, bien sûr, qu'on ne souhaite pas. Qu'est-ce que les Américains, notamment, ont utilisé comme musique pour déstabiliser l'adversaire? Ça, c'est étonnant quand on voit la liste des 10 morceaux les plus utilisés dans les dernières guerres. Musique de Britney Spears, Eminem, les Bee Gees, Marilyn Manson, David Gray et Christina Aguilera. Quand ils l'ont su, ils n'étaient pas contents. Vous pouvez imaginer. Voilà. Donc, que dire de cette horreur? Finalement, c'est que c'est une arme lâche et infâme qui, bien sûr, ne laisse aucune trace, mais finalement un détournement des bienfaits de la musique, on va dire. Je vais faire une conclusion, puisqu'il faut en faire une. J'aurais peut-être dû avoir une dernière partie un peu plus développée, mais voilà, j'étais trop prolixe sur la première partie, tant pis, c'est mon côté positif. C'est l'idée que la musique est une production humaine dont la finalité, finalement, a permis à l'homme de mieux vivre, de mieux se sentir, et qui, on l'a vu aussi tout à l'heure, a permis également de l'aider dans certaines capacités cognitives. Mais malheureusement, quand il la détourne, eh bien, les desseins de ces propos sont donc plus condamnables. Heureusement, finalement, les détournements négatifs sont assez minoritaires dans les habitudes humaines, et tant mieux. Conclusion, je reprends une parole de Romain Rolland qui disait « La musique, si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme, le cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. » Voilà, merci pour votre écoute.